je reviens vers vous quand je vois le catastrophisme ambiant en France concernant Covid-19 et j'avoue que je ne comprends rien, mais je suis coutumier du fait puisque je ne comprends jamais rien. Alors, je ne suis pas le seul parce que Didier Raoult, avec sa chloroquine, au Québec, donc la quercétine, en France, la vitamine C, on connaît des solutions. On connaît des solutions pour soigner. Et pourquoi est-ce que nos gouvernements n'en veulent pas? Je n'en sais rien. Alors, ils n'en veulent pas, paraît-il, parce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires. Mais entre un effet secondaire éventuellement même grave, mais qui peut se soigner, et la mort d'un malade, personnellement, je choisis l'effet secondaire. Et ce qui n'est absolument pas prouvé, ce n'est absolument pas prouvé qu'il y ait des effets secondaires. Alors, par exemple, maintenant, je vais vous, si j'arrive à y aller, hop, j'enlève ça et je vous mets ceci. Alors, chloroquine, que faut-il en penser? Chers lecteurs, la nouvelle est tombée ce matin. Le professeur Didier Raoult vient d'annoncer de premiers résultats positifs pour un traitement contre le coronavirus à base de chloroquine. Il en a parlé il y a longtemps, relativement longtemps. J'ai relayé l'information. On m'a donné, d'autres professeurs m'ont dit va voir par là, le traitement existe, il est employé en Chine et pourquoi nous on n'en veut pas. Voilà. Alors il serait le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles, plus de traces de virus après 6 jours, etc., etc. Mais de toute façon, je vous mets le lien. Alors, le faible nombre de participants ne permet pas encore de tirer des conclusions définitives. Mais, voilà. Voilà. Alors, on peut pas avoir de conséquences définitives, mais de conclusions, définitives, mais en Chine, ils ont stoppé la maladie. On pourrait stopper l'infection du coronavirus avant que celle-ci ne provoque de complications graves. Voilà, pour le professeur Raoult, aucun doute, nous avons là une solution contre le coronavirus. On sait guérir la maladie, etc., etc., etc. Alors, moi, ce que je vais voilà, dans cette annonce, les médias sont enthousiastes, etc. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. J'étais effectivement des seuls à relayer. Et on m'a dit, en gros, que je relaie des conneries. Voilà, fake news par Le Monde, par exemple, etc. Alors, le ministère de la Santé avait même publié sur son site une mise en garde contre les propos du professeur Raoult. Bien sûr, cette mise en garde a été supprimée depuis. Voilà les amis, alors voilà, pourquoi tout le monde attend un vaccin? Honnêtement, j'y vois surtout un avantage financier. Et voilà, et on laisse mourir, et on prend des manières absolument complètement excessives pour des problèmes financiers. Comme vous l'avez dit, André Berkoff, on accueille votre invité sur Sud Radio, Jean-Dominique Michel, socio-anthropologue, secrétaire général de Pro Mente Sana et auteur de ce livre. Covid-19, anatomie d'une crise, c'est publié chez Humaine Science. Ce qu'on peut observer, c'est que les conditions qui ont été imposées au traitement de Marseille pour être reconnues comme valides
sont totalement différentes que celles qui sont accordées au remdesivir, qui, en l'occurrence, bénéficie de facilités, mais scandaleuses quant à sa recommandation par l'Agence européenne des médicaments. Et là, il y a une inégalité de traitement et un manque d'éthique et de déontologie de la part des autorités qui est tellement spectaculaire qu'à vrai dire, on ne voit pas d'autre cause à cette différence que le jeu du travail d'influence et de manipulation des autorités, dont par ailleurs tous les spécialistes du domaine savent depuis 15 ans que c'est un problème majeur. L'administration Trump, les patriotes partout dans le monde, les forces qui combattent le mondialisme vont bientôt déployer, j'en suis persuadé, le médicament qui va être comme une balle en argent concernant cette pandémie et qui va transformer la donne. Voilà. Et qui va faire échec à tous les plans mondialistes. Maintenant, on va parler de ça. Donc, l'hydroxychloroquine, la partie est perdue d'avance pour les mondialistes. On va parler de Bolsonaro qui a annoncé qu'il avait testé positif à la COVID et qui a été soigné finalement par la chloroquine. Donc, comme Trump. Comme Trump et comme peut-être Boris Johnson, parce qu'on ne sait pas exactement comment Boris Johnson est sorti aussi rapidement de l'hôpital. Et il le dit, hein, il y a eu comme un effet dramatique dans le truc de Boris Johnson, où est-ce qu'il a dit ça pourrait aller d'un bord ou de l'autre, j'aurais pu mourir ou vivre. Et donc, c'est pas clair, il n'a pas été clair sur ce qui lui a permis de vivre. C'est possiblement la chloroquine, parce qu'on a vu des opérations de communication. Là, ici, c'est une opération de communication. Comme Trump, quand Trump a annoncé publiquement qu'il prenait de la chloroquine, c'est une opération de communication. Bolsonaro, qui maintenant fait devant les caméras une opération de communication pour la chloroquine. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que ça va marcher, parce que la chloroquine va être distribuée massivement pour contrer l'opération mondialiste. Et là, tous ceux qui paniquaient au début du web journal en disant merde, on est foutus, ils vont imposer le masque, c'est terminé, etc. Non, il y a quand même un plan de riposte. Et pensez à ça, pensez à partir du moment où est-ce que les gens ont peur, se soumettent aux mesures de conditionnement social, et là, tout d'un coup, il y a une balle en argent, un médicament qui règle tous les problèmes, qui est disponible gratuitement, facilement, et qui, à chaque fois qu'on l'utilise, les cas de coronavirus, la charge virale diminue drastiquement, etc. Études à l'appui, etc., etc. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont en train de préparer le terrain pour l'arrivée de ce médicament. Trump en a parlé, hein? Il avait dit, il y a un mois, vous me posez la question, comment ça fait que Trump est pour les vaccins, etc. J'ai dit, c'est pour gagner du temps. Hein? Il dit, les vaccins vont être prêts à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, donc probablement après la présidentielle. Mais avant ça, on va avoir un médicament. Le médicament, c'est la chloroquine. OK? Ou quelque chose comme ça. À partir du moment où est-ce que les gens vont avoir accès à un médicament qui coupe la peur, tout fonctionne avec la peur. À partir du moment où est-ce qu'il y a une solution pour sortir de tout ça, la peur ne fonctionnera plus. Et il n'y aura plus de nécessité de vaccin. Bon, quelques personnes iront se faire vacciner, mais il n'y aura plus de nécessité de conditionnement, de distanciation sociale, de masques, etc. Et avec Bolsonaro, j'ai l'impression qu'ils sont sur le point de sortir ça. Hein, l'élection, parce qu'ils veulent sortir ce médicament avant l'élection présidentielle, parce qu'ils veulent que les gens aient voté. Ils ne veulent pas de vote par la poste. Alors, possiblement, genre au mois d'août, je pense que ça serait quelque chose comme au mois d'août, il sortirait ce médicament qui couperait l'herbe sous le pied complètement de tous les plans mondialistes. On sait depuis le début que Trump appuie la chloroquine et que c'est ça qu'il va utiliser pour mettre un terme à l'opération. Pourquoi il ne l'a pas fait précédemment? Parce que tu les laisses avancer si tu les laisses avec leurs mesures et puis tu utilises ta balle en argent genre très rapidement, je veux dire, peu de temps avant l'élection. Hein, pour pas qu'ils aient le temps de se réorganiser puis de trouver quelque chose d'autre. Tu leur donnes pas de marge de manœuvre. C'est comme un peu Michelle Obama qui va se présenter. Elle attend la dernière minute pour pas avoir à monter trop rapidement puis descendre. C'est la même chose avec l'utilisation de ce médicament-là. Tu le sors vers la fin comme une balle en argent. Okay? Et à partir du moment où c'est sorti,
toute la peur du virus va disparaître. D'accord? Je vous montre les vidéos de Bolsonaro, où est-ce qu'il en parle. Bolsonaro. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Mal segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Tá dando certo. Il en prend une devant tout le monde, il dit ça marche, ça marche. Il en prend une devant tout le monde. Donc, oui, si les leaders comme Trump, comme Johnson, comme Bolsonaro ont pris de la chloroquine et ça fonctionne, les gens vont hésiter moins, okay, vont être moins hésitants à prendre le médicament. Pour montrer qu'il va bien, le président brésilien enlève son masque. Car c'est désormais officiel, Jair Bolsonaro a été testé positif au coronavirus. Começou domingo com uma certa indisposição. Ça a commencé dimanche, je ne me sentais pas très bien. Ça s'est aggravé lundi. J'ai ressenti de la fatigue et j'ai eu 38 degrés de fièvre. Pouco de dor muscular. Les médecins m'ont donné de l'hydroxychloroquine et un antibiotique. Et après, je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien. Les médecins m'ont donné de la chloroquine et je me suis senti mieux. Je vais maintenant parfaitement bien. Et ça vient aussi faire écho à cette étude de la Fondation Ford, Hydroxychloroquine can help save hospitalized coronavirus studies 16. Hein, donc, une étude qui confirme ce que l'ensemble de la planète sait, c'est-à-dire que la chloroquine fonctionne. Et ici, ça a été publié dans le International Journal of Infectious Disease. Les conclusions de l'étude sont les suivantes. In this multi-hospital assessment, when controlling for COVID-19 risk factor, treatment with hydroxychloroquine alone and combination with azithromycin was associated with reduction of COVID-19 associated mortality. Prospective trials are needed to examine this impact. Okay? Alors, donc, la chloroquine qui a été associée à une diminution de la mortalité. L'hydroxychloroquine est efficace dans le traitement du COVID-19 selon une étude du système de santé Henry Ford. Voilà. Je veux dire, comment imaginer, dans la situation actuelle, oser, si j'ose dire, interdire le seul traitement qui est probablement efficace, en tout cas c'est ce que disent les étrangers, les New-Yorkais, il y a un médecin du Texas aussi, il y a les Chinois, enfin partout dans le monde on utilise la chloroquine. Il y a même un article, je crois, ce matin, je crois, c'est même dans le New York Times, qui n'était pas très favorable forcément aux positions de Trump, qui dit qu'il y a une étude, qu'il y a 6000 médecins d'un panel qui ont été testés, qui disent que la chloroquine c'est vraiment le meilleur de ce qu'on peut proposer. Alors même si on dit ça fait pas de miracle, ça va pas soigner tout le monde, etc., on s'en fiche. Est-ce que c'est le problème? Vous avez des gens qui vont mourir, à qui en plus on refuse, alors pour les vieillards, pour en revenir, en plus on leur refuse de passer au réa. On leur refuse d'essayer de les soigner au moment où ils commencent à tousser. On ne leur donnerait même pas ce traitement chloroquine plus azithromycine proposé par alors qu'on sait que il faut arrêter, puisque de toute façon ils vont les euthanasier. Attendez, le premier qui a fait la loi sur l'euthanasie, c'est Hitler, quand même, faut être simple, et qui a liquidé les handicapés, les vieux, enfin tout ce qui gênait. Donc les fous, enfin tout le monde qui gênait. Donc vraiment, là, on a une régression des droits sociaux, on l'a vu, les lois scélérates qui sont en train de mettre en place tranquillos pendant que personne ne peut manifester, et en plus la loi sur l'euthanasie. C'est une horreur. Je sais pas, moi j'ai vu ça hier soir, je me suis dit c'est pas possible, j'espère que M. Verkov va en parler dans son émission. Si vous voulez, le traitement, alors pour revenir vraiment au traitement du professeur Raoult, c'est quand même un excellent traitement qui tombe pas des nues. On savait déjà que il y a des papiers que la chloroquine marchait sur les Covid, qui n'était pas tout à fait le même, mais de 2003. Enfin, les propriétés antivirales de la chloroquine, des antimalariques sont connues. Le médicament qu'il met avec l'azithromycine, il est donné chez les femmes enceintes. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous dire que c'est dangereux. Et surtout, on ne veut pas les donner à des gens qui, quand même, prennent un risque, ont un gros risque de mourir. Alors, quant au cinéma Et il faut le donner, pardon, Nicole Delépine, excusez-moi, il faut le donner au début, c'est ça, tôt. Bien sûr, deuxième jour, je sais pas, enfin, sitôt qu'on est sûr qu'ils toussent, que c'est pas une crise d'asthme, mais bon, je veux dire, ça c'est au médecin. Normalement, le généraliste, évidemment, qui connaît son patient, devrait le voir et pouvoir lui prescrire, et le lendemain matin, il prend. Évidemment, si on attend que la charge virale
est baissé quand on arrive en réa, si on arrive avec une maladie pulmonaire, il le dit très bien, le professeur Raoul, il faut l'écouter ses vidéos, on arrive avec une maladie, et puis d'autres, le professeur Perron aussi, que j'ai bien connu à Garches, qui est vraiment quelqu'un extrêmement fiable. Oui, mais Perron, c'est quand même un grand de l'infectiologie, je veux dire, depuis très longtemps. Je ne compare pas des études. Nous, on a soigné 4000 personnes ici. Donc on voit bien ce qu'ils sont devenus. Ils ne sont pas morts d'hydroxychloroquine, ils n'ont pas fait de troubles du rythme, ils n'ont pas fait de torsade de pointe. Un peu plus de 30 morts qui sont morts après être passés ici, on sait exactement de quoi ils sont morts. Ça représente une proportion très faible. On a une mortalité chez les gens qui ont été traités par notre protocole de 0,5%. On n'a pas caché les morts sous le tapis. Ça nécessité 300 médecins ou étudiants en médecine pour faire ça, et si on mentait, vous mentez un groupe de mensonges à 300 personnes, je vous assure que c'est vite su. Donc je ne vais pas changer d'avis sur les choses qu'on a vues, donc c'est une question idiote. Donc après, cette espèce de délire sur la toxicité de l'hydroxychloroquine est fini, plus personne dit ça, parce qu'en réalité, à part les pieds nickelés des États-Unis qui disaient que ça tuait les gens, à part les Marx Brothers d'Angleterre qui utilisaient à 4 fois la dose et qui n'ont pas réussi à la rendre toxique, c'est quand même la preuve que c'est pas très toxique. Il n'y a plus de toxicité, même Fauci dit que c'est pas toxique. Et puis il y a une étude très intéressante qui vient de sortir sur les malades de l'assistance publique de Paris, sur 4600 patients, qui montrent qu'il n'y a pas de toxicité d'hydroxychloroquine. Donc cette histoire est, de mon point de vue, une histoire d'excitation sur un truc qui n'avait pas de sens. C'est un médicament qui est utilisé depuis 80 ans, on a découvert qu'il est toxique maintenant, c'est une fantaisie. Je ne sais pas comment nous, mais pas seulement nous, on peut se laisser remarquer. J'ai des arrière-pensées désagréables sur cette raison, mais je ne sais pas comment l'Europe et les États-Unis ont pu se laisser embarquer sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, sauf à dire qu'il n'existait pas de médicaments et qu'il fallait soit prendre le remdesivir, soit un vaccin. Je ne sais pas, je ne veux pas être trop complotiste, mais enfin, je ne sais pas. Et puis sur l'efficacité, là aussi, avec un peu de patience, il faut pas croire, les chiffres finissent par sortir. On essaie, il y a une bataille très très importante, y compris au niveau des publications scientifiques. Donc il y a eu l'émergence d'un énorme problème scientifique qui est devenu un conflit vraiment passionnel et qui n'est plus scientifique sur la constatation des choses où des gens, le New England ou le Lancet ou le British Medical Journal, étaient prêts à prendre n'importe quel article pourvu qu'ils disent du mal de l'hydroxychloroquine et à ne prendre aucun article pourvu qu'il soit en faveur de l'hydroxychloroquine. Ça, j'ai des dizaines d'exemples de ça. Donc il y a eu un véritable problème, donc j'espère qu'il va se calmer. De toute manière, pour ça, comme pour les médias traditionnels, il existe maintenant des voies de contournement avec les préprints. Nous, on a ouvert maintenant notre site de préprint parce qu'on en a assez d'avoir une censure sur nos données, qui sont des données vérifiables, des chiffres. Et donc, le monde va changer de ce point de vue-là aussi. Et donc, en tout cas, les données vont sortir. Là, je suis intéressé de voir qu'à Paris, quand même, quand ils comparent leurs groupes, ils constatent que quand on donne de l'hydroxychloroquine, la mortalité est 20% moins importante que quand on n'en donne pas. Avec des calculs simples, de l'arithmétique, ça fait 154 morts de moins à Paris, qui aurait eu rien que sur cette étude de 4400 personnes. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres, là. Donc, il va falloir réfléchir. Peu importe, il ne s'agit pas de chercher la responsabilité, c'est pas mon métier, c'est celle des juges, des politiques, c'est pas le mien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on analyse les choses. J'espère que le pays sera entièrement transparent, j'espère bien, de manière à ce qu'on analyse les choses, de manière à ce que on tire une leçon qui ne soit pas, écoutez, regardez, tout va très bien, Madame la Marquise, mais écoutez, il y a des défaillances, il y a des vrais problèmes. Et en particulier, il y a une frontière là entre ce qui est le rôle du médecin et ce qui est le rôle du politique, qui me paraît avoir été en partie inversé, c'est-à-dire on a demandé à des médecins ou à des chercheurs de dire ce qu'il fallait faire sur des décisions politiques. C'est-à-dire le confinement, ce n'est pas une décision scientifique, et le port du masque dans la rue non plus, c'est des décisions politiques. En revanche, la prise en charge des malades, le test, le diagnostic et le traitement, c'est le rôle des médecins. Et ça, cette confusion entre le rôle du politique et le rôle du médecin, c'est une vraie question qui n'a pas commencé maintenant, mais qu'il faudra bien trancher. Et on aurait souhaité, nous médecins, que le Conseil de l'ordre soit de notre côté,
c'est-à-dire qu'il soit du côté de la liberté de prescription des médecins, qui, quitte à faire, il y a des mécanismes qui avaient été mis au point avec des autorisations temporaires d'usage, qui auraient pu parfaitement être utilisées dans ces conditions-là, de façon à laisser les médecins soigner les malades. Et ce que l'on voit maintenant, donc j'espère que les chiffres sortiront, c'est que dans cette situation, il y a eu moins de morts à l'hôpital cette année que les autres années, alors qu'il y a eu beaucoup plus de morts en général. Donc ça veut dire que les gens sont morts ailleurs qu'à l'hôpital. Et donc ça veut dire que l'organisation des soins, ou l'hôpital ou les cliniques privées, l'organisation des soins ne s'est pas basée sur les médecins, mais avec une vision, une politique médicale dirigée, ce qui n'est pas possible. C'est chaque médecin individuellement. Il ne faut pas en plus faire sortir les médecins du jeu, parce que c'est eux qui, in fine, soignent les malades. Donc je pense que ça, c'est une véritable question. Pourquoi n'avez-vous pas fait des essais cliniques dignes de ce nom dès le départ, qui auraient pu définitivement répondre oui ou non, l'hydroxychloroquine a un effet? Pourquoi vous êtes-vous cantonné à des publications que vous êtes... Je connais tous vos travaux sur les rickettsia, je connais vos travaux sur les maxivirus, etc. Donc je connais votre science bien établie. Vous saviez très bien qu'en publiant ces pseudo-essais thérapeutiques, ces pseudo-essais cliniques, en fait, ils n'étaient absolument pas recevables par qui que ce soit, parce que quand on se retrouve sur une publication à la fin avec 6 patients, on sait très bien que ce n'est pas un essai clinique. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait, cet essai clinique? Ça nous titille tous dans notre communauté, dès le départ. C'est un peu facile de remettre en cause le système des essais thérapeutiques, mais enfin, c'est ce qui se pratique et qui va se continuer à se pratiquer très vraisemblablement dans l'infectiologie y compris. Non, je suis pas d'accord avec ça. D'une part, ce que nous avons fait, c'est ce qui se fait de plus simplement, c'est-à-dire quand on fait un essai thérapeutique, si vous voulez, quand les choses deviennent significatives, c'est de l'éthique basale, hein, et l'éthique n'a rien à voir avec la méthodologie, c'est 2 choses distinctes. L'éthique basale, c'est que quand on a la preuve que quelque chose marche, et on doit le faire à mi-chemin, quand on a la preuve que quelque chose marche, on arrête l'essai. Et donc, je suis désolé que vous n'aimez pas mon essai, moi je l'aime beaucoup, et je trouve qu'il a toutes les bases d'un essai, de la seule manière de faire des essais, qui est de faire des essais comparatifs et d'avoir une différence significative. Et contrairement à ce que vous dites, et ça, alors là, je m'excuse, mais alors c'est une erreur radicale, moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Quand vous avez 10 000 personnes, vous êtes obligé d'avoir 10 000 personnes dans un essai pour monter une significativité, c'est qu'il n'y a aucune différence. Parce que je vais vous dire, il y a 15% des gens qui ne prennent même pas les médicaments qu'on leur prescrit. Donc quand vous cherchez des différences de 1%, vous n'êtes plus dans la médecine, vous êtes dans du fantasme méthodologique. Donc tout essai qui comporte plus de 1000 personnes est un essai qui cherche à démontrer des choses qui n'existent pas. Et je suis désolé, c'est une base de la statistique, et je vous assure que je suis un très bon méthodologiste. Donc c'est du fantasme qu'on répète à tour de bras, qui est véhiculé par des gens qui sont des méthodologistes qui ne comprennent rien à la science. La méthodologie n'est pas de la science, c'est un outil de la science, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas me dire que mes essais ne sont pas, parce que vous avez dit avant, et c'est vrai, je suis un grand scientifique, je sais ce qu'est un essai, et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de référence médicaux. Et celui-là, il sera aussi, je vous le dis. Voilà, nous verrons. Mais je peux vous dire, et il faut arrêter, il faut les regarder, les livres médicaux, il faut regarder en maladies infectieuses combien il y a d'essais, combien il y a de thérapeutiques qui sont utilisés actuellement, qui ont été basés sur des essais randomisés, et vous verrez, il n'y en a pas beaucoup, et le peu qu'il y a était, en particulier pour le sida, totalement inutile, parce qu'il suffisait de faire des charges virales. Donc c'est pas vrai, c'est de l'intox, c'est pas vrai, ça disparaîtra, comme c'est apparu il y a une vingtaine d'années, c'est de l'intox. Je vous suggère d'ailleurs, plutôt que si vous avez qu'à le lire, parce que c'est intelligent, sur la version de Wikipédia en anglais, vous avez qu'à lire, vous verrez qu'il y a la moitié qui dit voilà, il faut faire des essais randomisés, l'autre moitié qui dit voilà pourquoi il ne faut pas en faire. Et vous verrez que je ne suis pas isolé dans ce monde, et que globalement, tous les gens qui ont critiqué ça, je le redis d'ailleurs, et il faut le lire, et il faut écouter ce que je dis, tous les gens qui ont critiqué ça n'ont publié que des essais comparatifs non randomisés. Il n'y a pas un essai français randomisé comparatif, il n'y a pas même un essai français qui ait le degré d'isolement des stratégies thérapeutiques comme le nôtre. 0. C'est que des gens qui, dans les hôpitaux, ont traité un peu comme ils voulaient, et à la fin, on dit, regardez comment on compare. Donc, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. J'étais avant un grand scientifique, et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça. On en arrive maintenant au cœur de notre
sujet de cette émission. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Et vous vous doutez de la réponse quand vous voyez que dans ce livre, pas moins de 11 scandales sont répertoriés. Nous sommes donc aujourd'hui, comme annoncé, à celui qui suit un confinement qui confine à la bêtise, à savoir le scandale 6, la chloroquine. Qui dit que c'est efficace? Et il faut reconnaître que Christian Perron ne manque pas d'un esprit à la fois ironique, voire humoristique, à part la moitié de la planète. Il faut quand même rappeler que la moitié de la planète fait usage de l'hydroxychloroquine. Voilà, donc voilà. Voilà où nous en arrivons. Alors vous êtes prêts? Eh bien écoutez, attachez vos ceintures et on se dirige vers le scandale 6. La chloroquine, qui dit que c'est efficace à part la moitié de la planète? Nous sommes en guerre. Cette phrase, le président de la République la répète le 16 mars. La guerre, c'est évidemment contre le Covid-19. Du coup, on apprend que toutes les réformes en cours sont repoussées au calende grec, que le gouvernement ne légiférera que par ordonnance, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière et uniquement sur le coronavirus. On apprend plein d'autres choses sur la fermeture des écoles, les entreprises et aussi qu'un conseil scientifique est monté. Il est en charge de dire à l'Élysée ce qu'il faut faire et le conseil s'avère compétent. Le lendemain de l'allocution présidentielle, Édouard Philippe annonce le confinement de la France sur conseil du groupe de scientifiques. Et le surlendemain, le 18 mars, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil en personne, prend la parole dans le journal télévisé de France 2. Interrogé sur le traitement du coronavirus, il dit que c'est la course au remède. Il a un peu le visage en biais quand Anne-Sophie Lapix lui demande ce qu'il pense des déclarations de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille qui dit que ses équipes ont le remède. Mais il répond, il sait que 24 patients de cet hôpital ont reçu de l'hydroxychloroquine. Et il sait également que ça a marché sur 75% des patients. Enfin, il est au courant que l'IHU dit qu'en ajoutant un antibiotique à la hydroxychloroquine, il a eu 100% de guérison au 5e jour de traitement. Il sait tout ça. En même temps, on vient de lui passer, à lui comme aux 66 millions de Français, le sujet pendant le journal télévisé. Mais ce qu'il sait aussi, Jean-François Delfraissy, c'est que ces résultats sont extrêmement préliminaires. Ils ne répondent pas aux critères classiques de l'évaluation d'un médicament. C'est ce qu'il ajoute. Et c'est vrai. Avant qu'un médicament soit autorisé sur le marché, il doit passer au tamis de l'analyse. 1. La recherche exploratoire, c'est le moment où on veut comprendre les mécanismes de la maladie afin de déterminer la cible que le médicament doit atteindre. 2. Les études précliniques. On teste la molécule choisie sur des cultures de virus. 3. Si les tests sont concluants, on en fait d'autres, de toxicologie. On évalue là les effets secondaires du médicament, d'abord chez l'animal, puis chez l'homme. 4. L'étude de la toxicité aiguë. 7 jours après l'administration unique du médicament, on voit si ça continue à fonctionner. 5. L'étude des toxicités subaiguës et chroniques. On administre le remède de façon répétée et on voit ce qui se passe. On le fait à court terme, 2 à 4 semaines, et à long terme, 3 à 6 mois. 6. C'est l'heure de l'étude de la toxicité embryo-fœtale et périnatale. On regarde là, chez l'animal, la toxicité de la molécule sur l'embryon quand la femelle est gestante. Parce que, comme vous venez de le comprendre, rien que pour les étapes préliminaires chez l'animal, on en est facilement à 6 mois d'essai. À 6 mois d'essai. Et ce n'est pas fini. Il y a ensuite, je vais vite, l'étude pharmacocinétique et du métabolisme du médicament, l'étude du pouvoir mutagène, puis celle du pouvoir cancérigène, l'étude de la tolérance locale, et enfin la recherche clinique. Ça y est, on passe à l'homme. Et là aussi, on est bon pour un paquet d'étapes. Phase 1, étude de la tolérance du médicament. Phase 2, étude de son efficacité. Et phase 3, l'essai comparatif médicament pour un groupe, rien pour l'autre, pour voir si la guérison est liée à la prise du remède. Voilà les marches qu'une molécule doit grimper pour arriver jusqu'au patient. Patient, le mot est à propos dans le cas du coronavirus, parce qu'il va falloir l'être.
Le Conseil ne veut pas, mais alors pas du tout, transiger sur le protocole. Le mot méthodologie remporte la médaille d'or pour le mot le plus articulé de la semaine, celle qui suit l'annonce des résultats de l'essai raoultien. Côté Conseil, côté ministère aussi. La médaille d'argent, c'est au mot « attendre » qu'on la remet. Prononcée là aussi à foison par la gouvernance tant politique que scientifique. Il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre, telle est la consigne. Il est urgent d'attendre, telle est la consigne. On prend les confinés pour des cons tout court. Donc on n'est plus en guerre, comme le disait Emmanuel Macron? Non, parce que en guerre, nous, on croyait qu'il fallait vite se déployer et prendre les armes et les charger. Et tirer aussi? Non, on n'est plus sur la ligne de conduite. Plus nous agirons ensemble et vite, plus nous surmonterons cette épreuve, du même Emmanuel Macron. Donc je répète ce dernier paragraphe, donc on n'est plus en guerre comme le disait Emmanuel Macron, point d'interrogation? Non, parce qu'en guerre, nous on croyait qu'il fallait vite se déployer et prendre des armes et les charger et tirer aussi? Non, on n'est plus sur la ligne de conduite, plus nous agirons ensemble et vite, plus nous surmonterons cette épreuve, du même Emmanuel Macron, point d'interrogation? Eh bien non, nous dit le Conseil scientifique. Accélérer le protocole pour trouver le remède, ils veulent bien y penser, mais dynamiter des étapes, niet. Donc l'étude du professeur Folding, elle est recalée. Un essai sur 24 patients, ce n'est pas assez. Et puis il n'y a aucun comparatif dans ce machin. Didier Raoult a donné de l'hydroxychloroquine à tout le groupe de patients. Quoi? Mais c'est dingue, dit le Conseil. Normalement, la moitié des malades reçoit le médicament et l'autre un placebo. Et lui, il a traité tout le monde. Les gars du Conseil scientifique n'en reviennent pas que cet illuminé de Raoult, en plus, dise aux médias qu'il a le remède contre le coronavirus, ça ne passe pas. Du coup, on a de côté un huluberlu en la personne du professeur Raoult qui dit que si sa soupe est bonne et qu'il faut dépister tout le monde et traiter massivement. Et de l'autre, le Conseil qui ne voit pas en quoi c'est un problème de refuser l'espoir d'un traitement, même imparfait, à des gens atteints d'un virus possiblement mortel. Je répète, et de l'autre, le Conseil qui ne voit pas en quoi c'est un problème de refuser l'espoir d'un traitement, même imparfait, à des gens atteints d'un virus possiblement mortel. Évidemment, tout ça n'est pas formulé comme ça. On a beaucoup de oui mais et de ne nous précipitons pas, mais on a toujours un non ferme à la chloroquine pour tous. Le professeur Yazdan Pana, représentant du conseil scientifique du gouvernement, a déclaré dès le début que la chloroquine ne marchait pas. Martin Hirsch, directeur général de la PHP, a déclaré que la chloroquine ne marche que dans des tubes, mais pas chez les malades, et que dans les stocks de la PHP devaient être réservés aux essais, et que les stocks de la PHP devaient être réservés aux essais cliniques. Sauf que la France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement que ça, comme le disait Roger Gicquel en 1976, et que le seul à proposer une sortie de crise, une piste sérieuse, c'est le professeur Raoult, que les médias s'intéressent tant à lui qu'en 24 heures, on sait que le dit prof n'est peut-être pas le docteur Maboul que nous vend le conseil scientifique, que le bonhomme est classé premier chercheur mondial pour les maladies infectieuses sur Expertscape et qu'il a des centaines de publications à son actif. Résultat, les Français veulent de l'hydroxychloroquine, ruée dans les pharmacies et augmentation de 60% des agressions sur le personnel selon l'ordre des pharmaciens. Agressions verbales, mais aussi alarme blanche. Les médecins de ville sont eux aussi assaillis de patients qui en veulent de l'hydroxychloroquine et qui, quand on ne leur en donne pas, tapent du poing sur la table ou sur les docteurs. Bonne ambiance. C'en est trop pour Karine Lacombe. La chef de service en maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine vient en renfort pour soutenir ses amis du conseil scientifique. Journal télévisé de 13h de France 2 du 23 mars. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Puis ajoute-t-elle plus loin, parlant de la chloroquine, on ne peut pas comme ça maintenant la donner à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Enfin, clôt-elle, et je suis très peiné que des scientifiques de renom, comme mes collègues de Marseille, se soient engagés dans une action de ce type-là. L'heure est à la décomposition.
Karine Lacombe continue à clamer sa position, notamment le 28 mars sous les dorures de Matignon. On ne pourrait donc pas, SIC, donner de l'hydroxychloroquine à tout le monde. Sauf qu'avant, c'était possible, jusqu'au 13 janvier 2020. Jusqu'à cette date, elle était en vente libre en pharmacie, comme le Doliprane et moult autres. Et s'il s'était agi d'une erreur, on a mis bien longtemps à la réparer puisqu'elle a été en vente libre pendant plus de 50 ans. Au passage, sachez que c'est chez Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, qui a classé l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse. Au passage, sachez que c'est Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, qui a classé l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse. On ne pourra dorénavant la voir que sur ordonnance. Les sceptiques ont trouvé ça bizarre que ce soit pile après le début de l'épidémie en Chine, mais je ne suis pas adhérent de la théorie du complot. Virulente comme à son habitude, le docteur Lacombe se dit peiné donc que des scientifiques de renom, dit-elle, prônent la chloroquine. Elle déclare ça quand déjà ? Le 23 mars ? Elle doit ignorer que, mi-février, la Chine affirme la victoire de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine sur le virus. Ils l'ont utilisée dans une dizaine d'hôpitaux différents. Et que parmi les chercheurs, on trouve le professeur Zhong Nanshan, découvreur du SRAS en 2002. Elle doit ignorer que depuis la publication du consensus chinois recommandant l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, le monde lance des essais en pagaille. En Corée du Sud, 150 participants. En Norvège, 202 participants. Aux États-Unis, 1500 participants. Au Mexique, 500 participants. En Espagne, 3040 participants. Elle sait pourtant que la France a annoncé la veille qu'elle allait elle aussi inclure l'hydroxychloroquine dans un essai sur 3200 personnes. Mais Karine Lacombe passe beaucoup de temps devant les micros depuis quelques jours. Le 11 mars sur TF1, le 13 mars elle est sur RFI, le 22 elle répond à Valeurs Actuelles, le 23 au journal télévisé de 13h de France 2, puis sur TMC dans l'émission Quotidien, entre autres. Et les jours qui suivent, elle est sur tous les fronts de l'épidémie, sur LCI, dont elle devient la nouvelle référence médicale, puis dans les colonnes de gala, mais là, c'est pour parler d'elle, pour expliquer que TF1 la voulait, mais qu'elle a refusé, pour revenir à son boulot d'infectiologue. Ah non, pardon, j'ai refusé pour garder ma liberté de m'exprimer où je voulais, dit-elle. Ce que doit ignorer Karine Lacombe, mais pas seulement elle, tout le gouvernement français et le conseil scientifique en entier, c'est que pendant que nous en France on fait la fine bouche, le monde entier veut de la chloroquine. Bayer propose d'offrir 3 millions de comprimés aux États-Unis. Israël s'en fabrique à la pelle et promet d'en envoyer 6 millions en Amérique. En Suisse, on dépoussière les 50 millions de doses en stock et on en attend 80 millions de plus d'ici à fin mai. En Corée du Sud, on traite déjà l'hydroxychloroquine sans attendre les résultats de telle ou telle étude. Ils ont 174 morts le 3 avril. Nous, le même jour, 6507. En Italie aussi, on en veut. En Pologne, en Espagne, au Portugal et en Grèce. Au Maroc, au Sénégal, sur le continent africain très largement, même la Russie qui s'est renseignée de très près sur ce qui se passait en Chine, et Dieu sait si le renseignement russe est efficace. Suite à un échange au plus haut niveau entre les dirigeants russes et chinois, la Russie bascule dans le camp de la chloroquine, sûrement tous des fadas comme les Marseillais. Le 26 mars, la France décide finalement d'autoriser la prescription de l'hydroxychloroquine. Un décret est signé. Et le professeur Raoult est très content. Dans le cadre de l'étude sanitaire, l'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du Covid-19. Merci à Olivier Véran pour son écoute, écrit-il sur Twitter. Mais le 27, on aurait envie de rajouter patatras, le lendemain, donc du 26, vous vous en doutez. Modification du décret, il est autorisé d'administrer cette molécule contre le Covid-19 à l'hôpital uniquement et seulement au cas grave. Traduction, quand les malades ont une insuffisance respiratoire. Quand c'est trop tard, en fait, dit Raoult et tous ceux qui ont suivi les vidéos de l'IHU
Méditerranée Infection savent que ça a été répété jour après jour, que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace quand les gens sont déjà en réanimation, quand c'est trop tard, en fait, dit Raoult. Moi aussi, dit le professeur Perron, à tout va sur tous les médias. Dès la mi-mars, j'alerte à la télévision. Je n'ai jamais dit que c'était prouvé, que c'était le remède miracle. J'ai dit que même si l'hydroxychloroquine n'était pas si efficace que ça, on le saurait vite, mais n'attendons pas pour en commander des millions de doses aux industriels et constituer des stocks stratégiques au cas où. D'autant que le coût de l'opération est très faible. Attendre encore des semaines et des semaines avant de prendre une décision nous assurera d'une chose, que les stocks mondiaux auront déjà été dévalisés et que la vague épidémique sera passée. Il ne nous restera plus qu'à compter les morts. À quelques centaines de décès par jour, c'est cher payé en vie humaine qui pourrait peut-être être sauvé si jamais ce médicament s'avérait efficace. Didier Raoult a raison, il est vraisemblable qu'aucun médicament antiviral n'ait d'effet significatif sur la phase finale du Covid-19. C'est quand les malades ont une forme modérée qu'il faut les traiter. Parce que c'est là qu'on peut stopper la multiplication des virus. Quand les gens sont en réanimation, comme le dit Marcel, un gars qui a un super blog sur Internet, le problème, ce n'est plus le virus. Le gars, il cherche de l'air, il suffoque, le virus, il s'en tamponne, il est à 2 doigts de claquer, le gars. Le pire est dans les maisons de retraite, appelées EHPAD. Les directeurs des établissements de ma région m'envoient des messages de détresse tous les jours pendant la crise, en appelant au secours. Ils n'ont presque pas de masque, aussi bien pour le personnel que pour les soignants. Ils n'ont pas un seul comprimé d'hydroxychloroquine. Ils pleurent en comptant les morts. Ils n'ont pas de test diagnostic non plus pour dépister les porteurs du virus et essayer de les isoler dans une autre partie du bâtiment. Ils se sentent totalement abandonnés, d'autant qu'une proportion importante du personnel a attrapé le Covid-19 sans espoir de traitement. Beaucoup de médecins des EHPAD et de généralistes ont été choqués par les décrets du gouvernement qu'ils ont reçus à quelques jours d'intervalle. D'un côté, on leur interdisait, contrairement à leurs confrères d'autres pays, de prescrire l'hydroxychloroquine, soi-disant dangereuse, et en même temps, on leur autorisait exceptionnellement la prescription du Rivotril, très restreinte depuis quelques années. Du jamais vu. Ce médicament est prescrit dans le cadre des soins palliatifs des malades en fin de vie. Comme la plupart des médecins, je suis en complet accord avec les soins palliatifs quand il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est la juxtaposition des 2 décrets qui a été perçue comme violente. Le ressenti des médecins a été « on nous refuse le seul traitement qui marche peut-être, mais on nous autorise exceptionnellement l'euthanasie ». En EHPAD ou à domicile des malades atteints du Covid-19. Cela a forcément déclenché de la colère, car les données chinoises affirmaient l'efficacité de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine à la fois sur le virus en laboratoire et chez les malades. Une étude publiée par Chen et ses collègues montre l'efficacité de l'hydroxychloroquine chez les malades atteints par le Covid-19 et souffrant de pneumonie pas trop grave. Autre fait marquant, dans l'introduction de leur article, les auteurs signalent qu'ils ont mené en parallèle une enquête chez 80 malades atteints de lupus traités au long cours par l'hydroxychloroquine, dont c'est un des traitements courants. En plein cœur de l'épidémie à Wuhan, aucun d'entre eux n'a développé de Covid-19, ce qui suggère que l'hydroxychloroquine a un effet préventif. Ce qui est confirmé en ce moment même, il y a des études, elles sortent tous les jours. Le 17 mars, après analyse de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, réalisée par des experts de l'AIFA, Agence du médicament italienne, le gouvernement italien, en considération de l'urgence sanitaire, autorise la prescription de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine par tout médecin. Et pour ceux qui ont suivi les courbes de l'Italie, c'est à partir de là que le nombre de morts par jour décline, et rapidement s'il vous plaît. Le 29 mars, après avis favorable de la FDA, Agence américaine du médicament, le ministère de la Santé des États-Unis, US Department of Health and Human Services, décide de mettre de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine à la disposition des pharmacies hospitalières sur l'ensemble du territoire fédéral. Donald Trump a vite pigé et a commandé immédiatement des dizaines de millions de doses à tous les fabricants mondiaux. Il a ainsi constitué dans l'urgence un énorme stock stratégique. Tous les médecins hospitaliers américains peuvent prescrire la chloroquine ou l'hydroxychloroquine sans condition de gravité et même en dehors d'essais thérapeutiques.
La FDA a reconnu qu'on manquait encore de données, mais que malgré des preuves d'efficacité encore maigres, les bénéfices potentiels du produit dépassaient vraisemblablement les risques. Un bel exemple de pragmatisme face à l'urgence. Le Portugal, suivi par d'autres pays, recommande ces traitements pour les cas de Covid-19 avec pneumonie. Beaucoup de pays, dont l'Allemagne, ne recommandent pas, mais autorisent. Pendant ce temps, la France se distingue du reste du monde. Qui sont les Gaulois réfractaires ? Le peuple de France ou le gouvernement qui agit en dépit du bon sens ? À force d'écouter ses conseillers, ces diafoirus qui donnent d'un ton pontifiant leurs avis contestables, le président tergiverse. Résultat, on attend. Pourtant, tous les jours depuis des semaines, les morts se comptent toujours par centaines. C'est parfait, attendons tranquillement la prochaine pandémie. Dans un siècle ou dans 3 ans ? Le profil de tolérance de ces médicaments prescrits à des milliards d'individus depuis des décennies est bon, à la condition expresse de respecter le dosage, un surdosage important peut être mortel, et les contre-indications, de vérifier la compatibilité avec d'autres médicaments pris simultanément, de vérifier le taux de potassium dans le sang et de réaliser un électrocardiogramme, surtout en cas de prescription associée d'azithromycine. On observe une désinformation surprenante sur la toxicité de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. La première victime américaine médiatisée avait avalé un produit pour nettoyer son aquarium car ce produit contenait de la chloroquine. Il semble que quelques cas graves de troubles du rythme cardiaque aient été rapportés depuis le début de l'épidémie. J'ai pu, avec mes collaborateurs, constater dans mon service quelques cas d'anomalies de l'électrocardiogramme ou d'atteinte cardiaque plus marquées dues au coronavirus, alors que les malades n'avaient pris ni hydroxychloroquine ni azithromycine. Imaginez que s'ils avaient pris l'un de ces médicaments, on aurait immédiatement accusé le traitement d'être responsable de ces troubles cardiaques. L'ANSM, agence du médicament, aurait été la première à crier au loup. Le coronavirus peut aussi entraîner des baisses de potassium dans le sang. Kaliémie. Habituellement, une kaliémie basse s'observe chez des personnes qui prennent des diurétiques pour la tension ou des personnes qui ont des vomissements ou de la diarrhée. Certes, on peut rencontrer ces situations chez des malades atteints de coronavirus. La surprise a été de constater dans quelques cas, lors de l'entrée à l'hôpital, des kaliémies basses sans explication apparente. Il semble que lors du Covid-19, certains malades aient une atteinte rénale responsable d'une fuite de potassium dans les urines. Or, une kaliémie basse favorise beaucoup de troubles, beaucoup les troubles du rythme cardiaque. Il faut être d'autant plus vigilant et ne prendre ces médicaments que sous stricte surveillance médicale. Il faut éviter à tout prix l'automédication. De plus en plus de médecins pensent que cette stratégie est la seule aujourd'hui qui soit conforme à leur serment d'Hippocrate. Le 5 avril, dans le Figaro, 3 grosses pointures de la médecine écrivent une tribune pour soutenir le traitement de Raoult. Il s'agit du professeur Fabien Calvo, ancien directeur scientifique de l'Institut national du cancer, du professeur Jean-Luc Arousseau, ancien président de la Haute Autorité de Santé, et du professeur Dominique Marin-Ninchy, ancien directeur général de l'ANSM, Agence du médicament. Depuis le début de l'épidémie en France, on peut observer les chiffres officiels publiés tous les jours par Santé publique France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si l'on regarde le nombre quotidien de personnes qui sortent de l'hôpital, on peut comparer par région ceux qui sortent de l'hôpital les pieds devant et ceux qui sortent sur leurs pieds et rentrent à leur domicile. Ça énerve les pieds niquenés de l'intelligentsia scientifique parisienne. Il n'y a pas photo, les hospitalisés meurent beaucoup moins à Marseille qu'à Paris. Et je vous renvoie aux réactions de cette commission censée découvrir les dysfonctionnements lorsque le professeur Raoult l'explique évidemment pendant plus de 3 à 4 heures d'audition. Donc je répète, il n'y a pas photo, les hospitalisés, quoi que certains veuillent dire, meurent beaucoup moins à Marseille qu'à Paris. L'équipe du professeur Raoult a démontré jour après jour, avec une logique implacable bien fondée de son action, dépistage, séparation des personnes malades, traitement systématique. Le traitement, l'association hydroxychloroquine-azithromycine a été commencé le plus rapidement possible pour les formes moyennement sévères de Covid-19. Son étude sur plus de 1000 patients, dont près de 65,7% avaient une pneumonie documentée par un scanner, montre une excellente tolérance du traitement sans problème cardiaque et une excellente efficacité.
Dans le groupe des personnes les plus à risque, le taux de guérison a été de 98,7%. De plus, la mortalité observée chez les personnes les plus âgées est tombée à, tenez-vous bien, à 0,75%. Ce résultat est magnifique quand on observe sur les chiffres de santé publique que pour les personnes de plus de 70 ans hospitalisées pour Covid-19, la mortalité peut atteindre 30%, voire 50%. Autre intérêt, on observe avec le traitement hydroxychloroquine-azithromycine une disparition plus rapide du virus par rapport aux données historiques chinoises. On voit ainsi que ce traitement, de par son impact sur la durée de la période de contagion, contribue à freiner la propagation de la maladie. Cher Gaulois, le chef Vérantorix interdit pourtant la distribution de la potion magique du druide Raoultix. Connaît-il les principes fondamentaux qu'il faudra graver en lettres d'or sur le mur du ministère, confusion avec le département où je me trouve? Mieux vaut une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve. Ou bien, mieux vaut mourir sans prendre le risque de guérir avec des méthodes non encore certifiées. Ça m'a rappelé un dessin qui a circulé où on voit deux individus en haut d'une falaise en train de regarder un homme qui se noie et qui appelle au secours. L'un des deux tient une bouée à la main sans bouger. Son ami lui demande « Pourquoi ne lui jettes-tu pas la bouée ?» Il répond « Je ne suis pas sûr qu'elle soit homologuée. » Voilà, je crois que tout est dit sur la gestion de l'hydroxychloroquine en France. On a été aussi bon que pour les masques, les tests et le dépistage. Au prix du cachet, une grosse commande n'aurait pas ruiné le pays. Pas assez cher, pensent peut-être certains, surtout ces grands experts qui aimeraient associer leur nom à la découverte d'un nouveau médicament miracle plutôt que d'utiliser ce vieux machin qu'est la chloroquine. Pas assez chic. Pendant ce temps, début mai, la France bat le record du monde de la létalité due au coronavirus. Et l'Hexagone est le seul pays du monde à interdire la prescription d'hydroxychloroquine, sauf pour les mourants. Cherchez l'erreur. Une histoire d'ego ? Allez savoir.